Bonjour. Oui, bien sûr. Bonjour. Pas de problème. Ouais. Ok, sans souci, je vous appelle s'il y a quoi que ce soit. Tout va bien se passer. Merci beaucoup. Bonjour. Je me présente. Je m'appelle Pauline. Oups. Excusez-moi. Je m'appelle Pauline. Je voulais vous rencontrer aujourd'hui. Je pense qu'on vous a peut-être expliqué un petit peu. Parce que j'ai décidé d'écrire un livre sur les tueurs en série. Voilà, tout simplement. Et je vous remercie d'avoir accepté de me rencontrer. Ouais. C'est pas forcément facile, donc voilà, moi je suis juste venue pour pouvoir un petit peu... en fait, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses, mais je voulais voir avec vous si vous validiez cela, si dans diverses notes que j'ai pu prendre, s'il y avait des erreurs, s'il y avait des faussetés. Et justement, je voulais voir avec vous, que vous me donniez aussi, vous, vos propres ressentis, et surtout, je veux pas faire d'erreur. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu vous rencontrer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent, qui disent beaucoup de choses, mais je pense que la rencontre, ça fait quand même beaucoup. Voilà. Ok. Bon, super. Allons-y, merci beaucoup, encore une fois. Du coup, on est bien d'accord, vous vous appelez Jeffrey Dahmer. Ok. Vous êtes né le 21 mai 1960 à Milwaukee. Super. Donc si ça vous dérange pas, on va commencer par parler un petit peu de votre enfance, si c'est ok pour vous, notamment de vos parents. Donc de ce que j'ai pu voir, quand vous étiez plus jeune, vous étiez dans une famille quand même aisée. Voilà, pas de soucis, de gros soucis majeurs financièrement, etc. Juste votre mère avait quelques soucis de santé mentale, c'est ce que j'ai cru comprendre, voilà. Grosse dépression, non postnatale. C'est ce que j'ai vu, donc ça c'est ok, on est d'accord sur ça. Donc c'était quand même une famille relativement stable, mais est-ce que vous vous sentiez, vous, bien à votre place quand même dans cette famille ? Non, ça a été compliqué. D'accord, donc votre père travaillait beaucoup, ok, et votre mère souffrait d'une dépression, donc c'était très compliqué pour elle, c'est ça ? Ok. Est-ce que vous pouvez dire que du coup vous avez souffert un peu de manque d'attention quand vous étiez enfant ? Ok. Ok. Eh oui. Ok. Vous, je sais qu'il me semble que vous avez déménagé une fois dans l'Ohio. Ouais, ok. Vous aviez peu d'amis. Ok, c'était difficile pour vous de faire des amis. Ok. Ok, je comprends. Ouais. Je vous remercie encore parce que c'est bien de partir de la genèse et c'est des choses qui sont parfois difficiles à dire. Mais je pense que vous avez vous-même déjà fait votre propre chemin maintenant que vous êtes ici. Donc, j'ai vu aussi que très rapidement vous aviez une fascination pour la dissection d'animaux. Ouais. Vous, vous, vous cherchiez des cadavres d'animaux, d'accord ? Vous les disséquiez, ok. Vous avez plusieurs... ouais.
vous dites beaucoup d'expérience, très bien, sur les corps des animaux. Alors, est-ce que vous les vous ramassiez que des cadavres, ou est-ce que vous tuez... Non, vous n'avez jamais tué d'animaux. Ok. Vraiment juste sur des animaux déjà morts. Ok, vous avez pu faire plusieurs dépecés. Ok, très bien. Enfin, très bien. Tic de langage. Ok. Et beaucoup les disséquer. Ok, très bien. Vers quel âge à peu près? 10-12 ans. Ok. Ok. Vous étiez quand même... Ouais, vous aviez une sorte déjà de fascination pour la mort en elle-même. Ok. Très bien. Donc ça c'est votre enfance. Voilà, vous n'aviez pas beaucoup d'amis. Donc je sais que vos parents, pardon, ont fini par divorcer. Ça a été un moment difficile pour vous. Ouais. Ça mettait en exergue toutes les peurs et les insécurités que vous aviez déjà. Ok. Très jeune, vous êtes rendu compte que vous étiez homosexuel. Ça vous dérange pas de parler de ça? Non, du tout. Très bien. Vers 13-14 ans. Ok, donc c'était au début de l'adolescence. Ok. Et vous continuiez à disséquer des animaux. Vous avez l'impression que c'était un peu lié, que ça s'était un peu entremêlé. Ok. Que votre fascination pour la mort a évolué en même temps que votre sexualité et vos fantasmes sexuels. Donc ça s'est un petit peu entremêlé. Ok. Déjà dès 13-14 ans. Ok, vous étiez très seul. Donc c'était des choses auxquelles vous ne pouviez penser qu'à ça, quoi. Ok, je vois. Dès le lycée, vous êtes tombé dans l'alcoolisme. Ouais, c'est pas une erreur non plus. Très bien. Donc, j'ai vu qu'il y avait des anciens camarades à vous qui avaient parlé du fait que vous arriviez souvent en sentant l'alcool. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui vous a gâché beaucoup de votre scolarité, de votre temps également. Vous buviez beaucoup. C'était vraiment un besoin, d'accord. Donc, c'est une manière de vous échapper de vos fantasmes, de vos peurs. Ok. Et du coup, ça a mis en échec votre scolarité. Plusieurs fois, vous étiez... ok. Votre père vous a, du coup, comme vous étiez en échec, votre père vous a fait envoyer à l'armée, si j'ai bien compris, ok. Très bien, donc c'était la même année, mais vous étiez... ça, c'était quand vous étiez à l'université. Mais votre père vous a forcé à aller à l'armée pour éviter cet échec. Et vous avez été... donc si je comprends bien, vous avez été viré, ok, parce que vous étiez alcoolique. Est-ce que je peux revenir sur... ouais, est-ce que je peux revenir sur un petit point pendant l'armée? Il y a eu un homme qui a dit que vous l'aviez que vous l'aviez violé plusieurs fois, ouais, pendant l'armée. Lui, personne l'a cru à ce moment-là, mais c'est quelque chose qui a eu lieu. D'accord. Donc déjà cette envie, ce besoin de contrôler quelqu'un.
Ok. Donc vous avez été viré de l'armée à cause de votre alcoolisme. Et de là, vous n'avez pas osé rentrer chez votre père, c'est ce que j'ai cru comprendre. Vous lui avez caché, voilà. Vous vous êtes vous-même caché, c'est ça. Ok. Je sais que vous avez passé quelques temps à l'hôpital en essayant, mais vous buviez trop, c'était pas gérable. Ok. Et vous êtes allé vivre chez votre grand-mère à partir de 1982. Ok. C'est bien ça. Autre chose, j'ai lu que, petite anecdote, mais qui est très parlante, sur le fait que vous aviez, avant toute autre victime, fantasmé sur un jeune homme qui était mort dans le journal, un jeune motard qui s'était tué. Et vous êtes allé à l'enterrement et l'enterrement vous a poussé à... vous a mis dans une grande excitation sexuelle. Ouais. Vous étiez tombé amoureux de lui. D'accord. Ok, donc c'est réellement un vrai fantasme sur les hommes morts ou inconscients, quoi. C'est de le savoir mort qui vous a fait que... Ok. Donc ça, c'est pareil, ce ne sont pas des inventions. Très bien. Ok. Donc, quand vous viviez chez votre grand-mère, vous avez été arrêté 2 fois pour exhibition sexuelle, une fois en 82, une fois en 86. C'est ça, une fois vous étiez masturbé en public. Très bien. Donc ça, c'est pour être sûr d'avoir les bonnes infos. Vraiment, je peux pas... Voilà. Je regarde un petit peu le reste sur lequel je voulais vous parler. Enfin, le reste des choses dont je voulais vous parler. Ok, ça c'est... Ok. Ok. Donc, en 88, votre grand-mère a décidé de vous virer de chez elle également. Ok. À cause de votre comportement. Vous étiez toujours dans l'alcoolisme. Ouais. Ok. D'accord. D'accord. Et du coup, vous avez trouvé un travail dans une chocolaterie et vous avez trouvé un appartement à côté. Ok, donc ça... Ok, très bien. Je voulais vous parler de la toute première fois que vous êtes fait arrêter concernant les viols connus et les meurtres connus, surtout les 17 qui ont eu lieu entre 87 et 91. Est-ce que là on est d'accord sur ça? Il y en a eu 16 entre 87 et 91, on est d'accord. Il y en a eu un autre avant dont on n'a pas parlé, mais on va en parler. Si vous êtes ok. Donc, juste pour revenir sur la première fois que vous avez été arrêté en 88, c'était votre 5e victime, c'est bien ça. C'était une victime qui s'était enfuie de chez vous. Ok. Et donc vous avez été arrêté pour agression sexuelle sur un enfant de 13 ans. Et vous avez pris 12 mois de prison. Et votre peine a été réduite à 2 mois. Vous avez fait que 2 mois. Vous êtes sorti à 2 mois pour avoir agressé sexuellement un enfant de 13 ans. On est d'accord. Et c'était en réalité votre 5e victime, mais il ne le savait pas. Personne ne le savait. Très bien. Ok, juste pour un petit peu recouper les événements, c'est important aussi de voir comment la justice fait son travail, comment elle l'a fait. Sans jugement, sans... Voilà, comment elle l'a fait.
Ok. Donc, on va parler un petit peu des meurtres. Selon les sources que j'ai lues, le premier meurtre que vous avez commis, c'était sur Stephen X, vous vous rappelez? Ok. Fantasmier sur un autostoppeur, torse nu, sans un berbe, etc. Et c'était lui. Il est venu un peu comme pour vous un rêve sur votre chemin. Ok. Alors lui, c'est pas le premier. Ah si, c'est le premier. Si. Ah, excusez-moi, on recoupera un petit peu les événements. Parce qu'il y a aussi le jeune homme que vous avez tué sans vous en rappeler à l'hôtel, ouais. Ok. Ok, donc on va parler de Steven X parce que j'ai quand même la sensation que ça a été un tournant dans... Ouais. Alors, je... Vous rappelez plus si c'était le premier ou le deuxième. Ok. Je relirai. Mais on est d'accord que du coup, vous avez bu chez vous. Il était chez vous, vous avez bu. Quand il a voulu partir, vous n'étiez pas d'accord. Du coup, vous êtes battu. Et vous l'avez tué avec une haltère. C'est bien ça. Vous n'avez pas l'intention de le tuer? Ok, c'était... vous vouliez qu'il reste avec vous et c'était pour l'assommer et il a fini par mourir. Ok. Dans mes notes, j'ai que vous l'avez découpé. Que vous avez mis son corps dans les sacs poubelles. Ok. Et sur le chemin où vous alliez pour enterrer son corps, si on peut dire, ouais, enfin enterrer ses restes, vous vous êtes fait contrôler par la police avec les sacs, les restes de son cadavre dans la voiture. Et ils n'ont rien vu, ils ont juste fait un petit contrôle routier. Ok. Bon, après, on peut pas forcément leur en vouloir. Et ensuite, donc vous avez gardé ces sacs poubelles et vous avez fini par les broyer quelques années plus tard, ouais, ou les dissoudre quelques mois plus tard, et enfin pour enterrer le corps, ok. Est-ce que vous avez eu à ce moment-là ce sentiment d'impunité et de toute façon je me ferai jamais avoir, ouais. Vous avez toujours vécu dans le mensonge. Vos parents ne saviez pas que vous étiez homosexuel. D'accord. Ok, je comprends. Ok. D'accord, vous avez essayé de refouler votre personnalité, votre sexualité. Et il y a eu les bains-douches, ok, les spas. Ouais. Sur de hammam, ouais. Ah, c'est là où vous avez rencontré beaucoup de vos partenaires. Oui. Vous les droguiez, vous les rameniez chez vous. Ok, le but de ces manœuvres, c'était pas nécessairement de les tuer, mais vous vouliez impérativement avoir quelqu'un qui était à votre complètement sous votre coupe, qui ne pouvait ni refuser ni dire quoi que ce soit. Vous vouliez créer des zombies. D'accord. D'accord. Ok, donc c'était vraiment... le fantasme n'était pas dans le meurtre à la base, mais plus dans le contrôle, le fait de contrôler ces personnes, d'accord. Donc vous les rameniez chez vous, et quand ces personnes étaient décédées, enfin quand vous les aviez tuées, j'ai lu que vous gardiez longtemps les cadavres, ou qu'il y avait des morceaux qui étaient ok, des morceaux de corps. Ok, donc le fait que vous laissiez parfois les corps dans votre baignoire
avec des glaçons tout autour et que vous preniez des douches froides pour éviter que les corps se décomposent trop rapidement. Ça, c'est une histoire vraie. Ok, c'est quelque chose que vous faisiez. Ok. Est-ce qu'on peut parler du fait que du cannibalisme, vous aviez l'impression de prendre une partie d'eux, ok, que une partie d'eux venait en vous et qu'elle resterait là éternellement en vous, voilà, car pour vous c'était des personnes que vous aimiez, ok. J'ai vu que vous aviez eu beaucoup de partenaires sexuels, mais que vous ne les aviez pas tous tués, ok. C'est vraiment quand vous les aimiez, ok. J'ai vu aussi que vous aviez petit à petit vraiment pris l'habitude de les droguer et d'écouter leur cœur pour savoir à quel moment ils allaient, la drogue arrêtait de faire effet, etc. Ok, très bien. Et quand ça agissait plus, vous les tuiez. Ok. Et vous aviez toujours un rapport sexuel avec le cadavre. Ouais. C'était excitant pour vous de mélanger le sexe et la mutilation de corps. D'accord. Ok. Beaucoup de photos dans des positions particulières. Donc vous mettiez les cadavres dans des positions particulières et vous les preniez beaucoup en photo. Ce qui vous plaisait, c'était vraiment le fait de pouvoir contrôler à 100% tout ce qui se passait. Alors ouais, donc vous, ça vous convenait pas d'avoir autant de morts, c'était pas pratique pour vous. Vous vouliez vraiment créer un zombie. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est ce que vous avez essayé de faire avec Conrack. Avec Conrack, ok. Donc si je résume, vous lui avez fait un trou dans le crâne et vous lui avez versé un produit pour le rendre zombie. Ok. Et donc c'est lui qui a essayé de partir aussi. Et vous avez croisé, il avait croisé des filles qui ont appelé la police parce qu'il leur disait qu'il était en danger. Et vous êtes arrivé, vous avez dit que c'était votre ami qui était bourré. Et la police vous a ramené, vous a laissé partir avec lui. Et vous avez fini par le tuer. Vous lui avez mis une deuxième dose dans le crâne et il est mort. Ok. Ok. De ce que j'ai cru comprendre, on a aussi eu un problème d'odeur chez vous avec tous les cadavres qu'il y avait, etc. Ok. Parce que vous gardiez beaucoup de morceaux parce que vous étiez amoureux de ces victimes, ok. Enfin, de vos victimes, du coup. Et du coup, pour conclure sur les meurtres, je voulais vous parler de Tracy Edward, qui est du coup la victime qui a fait qu'on découvre votre appartement et vos meurtres, etc. Donc si je résume, il s'est échappé de chez vous et il avait des menottes. C'est bien ça, ok. Il a vu des policiers et ils sont venus chez vous déjà pour lui enlever les menottes et puis bon, pour voir un peu ce qui se passait, c'est ça. Ok. Vous étiez chez vous quand ils sont arrivés. Ok. Et ils sont rentrés dans l'appart et là c'était la fin. C'était la fin. Ok. Ok. Vous avez quasiment tout avoué au départ, mais vous vouliez pas parler de cannibalisme. Non, c'était dur au début. Ok. Vos intentions n'étaient pas mauvaises. Et vous aviez peur de vous faire quitter. C'est pour ça que vous vouliez le contrôle total. J'ai vu que vous aviez avoué pendant 60 heures. Vous aviez beaucoup de choses à dire.
Hmm. Vous avez été considéré comme saint d'esprit, comme conscient de ce que vous faisiez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais, tout à fait conscient, ok. Ok. Vous avez, vous avez eu une peine de plus de 900 ans de prison. Et pendant votre peine, vous vous êtes tourné vers la religion. Je sais que j'ai cru lire que ça avait été un tournant pour vous très important dans votre vie. Vous avez été baptisé. Tout à fait. Je sais que vous avez été un détenu très apprécié, notamment par justement les personnes religieuses de la prison. Et je sais aussi que en novembre 93, vous avez été assassiné par Christopher S. Carver, je me trompe peut-être, qui était considéré comme schizophrène, c'est ça? Et Ronnie de Sort, il vous a assassiné avec un haltère, comme votre première victime. Pour parler un petit peu de vos parents, je sais que votre père, il a été à vos côtés tout le long, pendant le procès. On a des interviews où il est avec vous. Il vous a soutenu. Il a toujours été là pour vous. À votre mort, votre mère a voulu faire analyser votre cerveau pour voir s'il y avait... pour essayer de prouver le fait que vous étiez fou et que c'était dans votre cerveau le problème. Et c'est avéré qu'il n'y avait aucun problème dans votre cerveau. Donc au total, nous avons 17 meurtres. J'ai pas voulu les détailler. Je pense que les personnes, dans mon livre, je les détaillerai, mais les personnes qui sont intéressées, on peut le voir à peu près n'importe où. Ouais. En tout cas, je vous remercie de m'avoir accordé de votre temps. Et à jamais. Au revoir.